Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission DigiPresse qui reçoit pour la toute première fois John Kanyunyu, qui est correspondant de Deutsche Welle au Nord Kivu. John, bonjour et bienvenue à Kinshasa. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Également Edmond Izouba, qui est le patron des médias en ligne, opinion-info.cda. Izouba, bonjour. Bonjour, Robert. Et Magloire Paloukou de Kivoine. Magloire, bonjour. Bonjour Robert. Et Joachim Diana du journal et la Colombe, Le Point Gauche. Doyen, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et nous décryptons un certain thème ce matin, vous le savez, démarrage ce lundi au Palais du Peuple à Kinshasa. Donc le 14 août, de la table ronde sur l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Quel bilan de cette administration militaire, mais aussi des opérations conjointes FRDC du PDF contre les terroristes EDF dans les régions de Beni et Irumu. Alors je commence par vous, John Kanyunyu, hein, vous revenez fraîchement de Beni, vous êtes correspondant de Deutsche Welle. Alors quel bilan faites-vous de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri? Est-ce qu'avec les autorités civiles, le M23 ferait ce qu'il a fait ou bien ce serait le pire sur le terrain? Merci beaucoup pour la parole. L'état des sièges, la mesure décréta l'état des sièges, c'était un salut pour la population qui a beaucoup souffert des massacres à Beni. Nous savons tous qu'à Beni, il y a des massacres qui ont commencé depuis officiellement 2014, en octobre 2014. Et il y a des opérations qui ont eu lieu sur terrain. Je peux rappeler les opérations lancées le 16 janvier 2014 avec le feu général Baouma Ambamba, Jean-Lucien, qui, avec son équipe, oui, avec vous les avez unités... couvert cette guerre à l'époque. Oui, nous avons couvert cette guerre avec même le doyen Magloire Paloukou qui est à nos côtés ici. Et les opérations s'est déroulé normalement et très bien. Il y a eu le couac quand le général Baouma est décédé. Et vous savez, dans l'armée, c'est le commandant. Les unités, ils ont confiance à leur commandant. Ça dépend aussi de comment le commandant traite les militaires sur terrain. Oui. Et les commandants des différentes unités. Quand le général Baouma est décédé, ça a créé un problème, un petit souci. Il est parti avec ses stratégies. Bon, je ne peux pas dire avec ses stratégies parce que les stratégies sont peaufinées au niveau de l'état-major général. Donc, c'est question de confiance. Quand on est sur terrain, quand on est sur le champ de bataille, chaque commandant, chaque élément sait que non, avec mon commandant, ça va bien parce que je suis témoin avec le doyen Magloire qui peut peut-être me compléter à un moment donné. On voyait, on assistait. Et quand il y avait des militaires tombés sur le champ d'honneur, donc le corps était bien traité, évacué et enterré en toute dignité. Et les familles recevaient quelque chose de la part du commandant des opérations. Et vous imaginez un tel commandant, c'est tout militaire, tout commandant qui s'est dit, je dois prouver de quoi je suis capable. Et les opérations ont bien évolué. Et il y a eu des problèmes, comme je l'ai dit tantôt, après son départ. À un moment donné, il y a le commandant, le général Moundos qui a pris la relève. Et ça a commencé à marcher, mais malheureusement, il y a eu tout ce qu'il y a eu. On ne veut pas rappeler ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, oui. Voilà, donc c'est à partir de ça qu'il y avait ces problèmes-là. Mais il y a aussi l'avènement du général Mbangu Marcel Machita qui est venu, qui avait pris aussi ce temps pour comprendre la situation. Il a fait aussi ce qu'il pouvait. On l'a changé. Et puis voilà, on est arrivé à l'époque, à l'avènement de l'état des sièges. Oui. Et cet état-là, parce que c'est... Quel bilan, selon vous qui êtes homme du terrain? C'est de ça qu'on parle. Oui. Le bilan, bon, je peux dire, je suis journaliste. Oui. Je suis sur terrain. Oui. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit tantôt, la population s'attendait à beaucoup de cet état de siège. Mais malheureusement,
il y a eu des réussites, mais il y a aussi des ratés. Des réussites par rapport à cet État. Il y a par exemple certains fonctionnaires publics qui vous disent que c'est à l'avènement de l'état des sièges qui sont bien traités. Oui. Et là, nous avons des témoignages, nous recueillons des Mais témoignages. l'objectif, c'est d'abord imposer la paix. Hein? Voilà, non, imposer Principal, la paix, oui, imposer la paix, oui, mais prenons un gouverneur militaire. Il est normalement commandant des opérations, Oui. mais il est aussi gouverneur. Il a les prérogatives d'un gouverneur civil. Donc, il joue aussi la politique. Et sur le terrain, malheureusement, on n'a pas vu l'implication du Est-ce que gouverneur les comme commandant massacres des ont opérations. diminué après l'instauration de l'état de siège? Vous qui êtes à Bini, je repose autrement ma question. Les massacres diminués, je ne pense pas, mais ils se sont plutôt accentués. Et je me dis, peut-être que, par exemple, à Beni, nous avons assisté à beaucoup plus de massacres quand on a relevé certaines troupes pour aller en renfort à Rutshuru. Et cela, c'était avant le lancement des opérations Mais conjointes. effectivement, FARDC, c'est UPDF, l'avènement du 23 qui a aussi compliqué l'état de siège, parce que l'état de siège a été d'abord instauré pour en finir avec les EDF et quelques milices locales. Malheureusement, il y a l'avènement du 23 et là, l'armée se bat contre des autres armées, donc l'armée rwandaise et ougandaise, vous le savez. Voilà, et ça c'est un autre point de vue, mais sur terrain, il y avait des opérations qui étaient menées et vous imaginez, le M23 politiquement menace le pays par rapport aux ADF, excuse-moi, parce que les ADF, c'est un groupe de terroristes qui sont là. Ils tuent plus que le M23. Ils tuent plus que le M23, mais vous imaginez le M23, vous avez parlé du Rwanda. Hein, vous avez parlé du Rwanda qui agit sur notre territoire sous le pseudo M23. Et l'ADF, c'est un groupe terroriste, à mon avis, qui ne menace pas le pouvoir de Kinshasa, entre guillemets. Voilà, toutes les opérations étaient menées. Et je pense n'était les résurgences du M23, on parlerait aujourd'hui peut-être d'un bilan positif, parce que l'objectif du commandant suprême, du chef de l'État, c'était la restauration de la paix dans cette contrée-là. Vous avez parlé du Nord Kivu, mais il y a aussi l'Ituri, là où bien sûr, on doit parler il y a la milice Codeco Chinyamouti, quelque chose comme ça. Oui. Il y a Codeco, Oui. il y a Chinya Kilima, il y a Chinya Tuna, Oui. il y a une maman et des miliciens là-bas qui font aussi la loi. Malheureusement, On a un gouverneur militaire aussi là-bas. oui, malheureusement, ils ont accentué leur massacre, leurs exactions sur la population civile pendant l'état de Mais siège. les gouverneurs de l'Ituri, Johnny Kachama, ils s'en félicitent du bilan. Hein. Beaucoup de miliciens neutralisés et beaucoup de bastions récupérés également. Oui, chacun a son bilan, Oui. mais je me dis, le bilan peut être vu par rapport à la position de chacun. Mais de toutes les façons, il n'y a pas eu que des ratés sous l'état de siège. Il y a quand même des avancées. Pour vous, positif, négatif ou mitigé? Bon, mitigé, ça dépend. Il faut relativiser parce que de toutes les façons, nous avons couvert les différentes guerres. Oui. Mais je vous dis, entre nous, quand il y a des opérations, chaque opération a une dénomination. Par exemple, le doyen Magloire, on doit se rappeler de l'opération Pomme Orange et autres, Soukola 1, je ne sais pas quoi. Mais dites-moi, depuis l'instauration de l'état de siège, quel a été le nom de l'opération donnée? Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'on a nommé des gouverneurs militaires en tant que commandants des opérations, mais malheureusement, je pense, qui n'ont pas eu peut-être des plans de guerre pour commander les opérations. Nous sommes intellectuels, on doit se dire cette vérité-là. Peut-être c'est pour cette raison-là que la population qui attendait beaucoup plus... Est-ce que c'est la dénomination qui va changer la chose sur le terrain? Quoi? La dénomination d'une opération. Non, la dénomination d'une opération... Quelle sera sa valeur ajoutée? Est une motivation pour les troupes. Est une motivation pour les troupes. Ils savent que non, nous sommes dans l'opération Pomme Orange. Hein, vous comprenez, les militaires peuvent me comprendre mieux parce que
C'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais dès lors qu'il n'y a pas... Ça joue d'ailleurs sur le moral Oui. des Voilà. militaires. Merci. En chitant. Oui, dès lors qu'il n'y a pas une C'est tellement démolition, pédagogique, Là, merci. ça devient compliqué. En chitant, Oui. je me dis, peut-être que les gouverneurs militaires, les autorités militaires et les autorités policières nommées sous l'état de siège, peut-être ils n'avaient pas d'outils qui pouvaient leur faciliter la tâche. Moi, je ne peux pas tout rejeter sur les autorités. Les gouvernements, sa militaires. part aussi. Hein. Le gouvernement central a sa part, non élus aussi, parce que normalement, je pense que jusque-là, sauf mon ignorance, Oui. je n'ai jamais vu la loi pratique sur l'état de siège. Parce que qu'on proroge chaque voilà, mois. on proroge, je ne sais Ouais, pas, ouais. on proroge par rapport à quoi. Ça, c'est évaluation Peut-être là, objective. ma mémoire Merci. peut me trahir, mais voilà, nous ne devons pas tout rejeter sur la tête des autorités militaires nommées par le commandant suprême qui avaient le souci de restaurer la paix dans la partie orientale du pays. Merci. Alors, Magdalene Paluku, vous avez aussi couvert plusieurs guerres à la RDC avec John Kanyunyu. Quelle a été la contribution des autorités militaires dans la guerre contre le M23, mais aussi contre les EDF? Je dis d'abord bonjour à John que je n'ai plus vu depuis 5 ans. Oui, merci. Plus de Bonjour. 5 ans, ouais. Alors, d'abord, hein, Oui. dans les années 80, il y a eu Opération Sokola dans les massifs de Rwenzori. Sokola n'est pas nouveau. Sokola qui est venu avec contre les ADF avait déjà commencé. Il faut signifier se nettoyer. Hein. Mais oui, s'affiche, comme on dit. Il y a eu même opération s'affiche. Oui. Il y a eu les opérations Mbata à 95, comme ça. Bien. Ici, depuis un mois, nous entendons les politiciens réclamer la fin de l'état de siège. La fin de l'état de siège qui sera discutée ce lundi Oui. a comme synonyme la fin du gouverneur militaire. On risque d'avoir une autre vision politique qui dit fin de l'état du siège, mais on garde les militaires comme gouverneurs, on ramène les civils au gouvernorat parce que nous allons vers les élections. Quand il y a état de siège, on ne peut pas voter. Alors nous sommes dans... Il faut trouver des pistes et solutions. Il faut trouver une vision quelconque. Pourquoi je l'appelle quelconque? Mais il faut trouver quelque chose qui va permettre aux gens d'aller aux élections. Ici, la paix n'est pas un mot-clé de ces opérations. Parce que sous Mobutu, les opérations Rwenzori, ça a existé. Chaque opération qui a un nom a des tactiques. Quand vous changez un nom, ça veut dire que vous revoyez la tactique. Alors, qui est content en ce moment? À ce moment, pendant qu'on prépare la table ronde, et durant la table ronde, ce sont les civils qui seront contents, parce que le gouverneur civil va rentrer au pouvoir, et puis les taxes qu'on imposait, à part les gouverneurs militaires, seront supprimées. Le trop exagéré de surveillance militaire va se passer aussi. Mais il y a un quoi. Lequel? Est-ce que on va lever, comme John Kadun vient de dire quelque chose de très important, est-ce qu'on va lever l'état de siège sous quelle ordonnance, sous quelle loi? Et heureusement, ceux qui sont en train de préparer ça à la primature sont très prudents. Ils n'ont pas invité les députés. Ça ne s'est pas passé au niveau du Parlement. Comme le Parlement n'a jamais occasionné demander qu'il y ait état de siège, et pour terminer l'état de siège, un double résultat, on invite maintenant les experts, les anciens gouverneurs, je ne vais pas le coup même, qui avait déjà dit, si on demande la fin de l'état de siège et qu'un militaire s'étonne, c'est qu'il y a un problème. Alors, le résultat, le bilan, c'est quoi? Le bilan... Il faut aussi laisser trop longtemps les militaires au pouvoir. Il risque aussi de prendre le goût. Hein. Je me rappelle d'une étape de 96. Il y a eu aussi état d'urgence même. Mais il y avait Ngwala Panzundouala qui était nommé gouverneur, le général, gouverneur au Nord Kivu, mais c'était pas fin.
Quand chaque fois il y a un gouverneur militaire dans une province, on ne peut pas parler gouvernement, on ne peut pas parler développement. Et j'ai été un tout petit peu étonné de voir certains rapports. On dit, maintenant là, on a maximisé les recettes. Oui, mais l'état de siège ne peut pas maximiser les recettes. Sur le plan économique, quand même. On a stoppé quand même le pillage des ressources minières sur le plan économique. Sur quelle base tu peux dire ça? Sur quelle base tu peux dire ça? On a plutôt... C'est ce qui a poussé même le Rwanda à activer l'M23. On a plutôt réussi à faire taire les révélations. Parce que quand il y a les militaires... Vous savez qui dirige? Il y a les maires de la ville, vous le savez. policiers. Bourgmestre, policier. Gouverneur, militaire. Vous dites quoi? Ça veut dire... je pense que là, ici, nous sommes dans une espèce d'effet de triangle de Bermude. On s'attend dans la diversité, mais je vois ceux qui sont en train d'applaudir. Mais déjà, au nom qui vous le débat a commencé. Qui sera gouverneur civil? Mais le gouverneur est là, il n'a pas été déchu. Non, attention. Oui. Il y a beaucoup de choses. Pendant qu'il y avait état de siège, les réconfigurations politiques ont changé à Kinshasa. Il y a des nouveaux qui montent et qui veulent maintenant prendre le pouvoir au gouvernorat de Goma. Mais la loi, elle est claire sur la décentralisation. Donc pour vous, en remettant le gouverneur civil au pouvoir, vous risquerez donc d'assister à des tensions en ramenant le gouverneur civil au Nord Kivu, il y a la majorité des députés provinciaux a beaucoup bougé depuis 2 mois. Donc le gouverneur civil qui va rentrer, il faut qu'on lui donne encore un autre pouvoir pour conduire la population aux élections. Sinon, il va travailler avec une assemblée provinciale qui est majoritairement union sacrée et qui va le faire bouger. Merci, Magla Paloukou. Alors, Edmond Isouba, d'opinion-info.cd, quel bilan faites-vous de l'état de siège au Nord Kivu et puis en Ituri, vous aviez suivi sur le plan économique, il y aurait eu diminution des fraudes des minerais de la République démocratique du Congo, mais également sur le plan militaire, et quand même les gouverneurs militaires a pu empêcher la ville de Goma. Le M23 était au niveau des 3 antennes. Merci beaucoup pour la parole. Je salue d'abord les 2 interventions magistrales de John et de notre aîné Paloukou. Mais en même temps, je m'incline devant la mémoire de ceux soldats qui ont perdu de leur vie pour cette bataille pendant l'instauration de l'état de siège. On doit d'abord faire comprendre à notre population que l'état de siège avait pour but de traquer et d'en finir avec le mouvement rebelle. Dont principalement au début, c'était la force de les ADF, parce que l'état de siège venait en principe pour faciliter la tâche aux opérations conjointes, les échanges de renseignements, c'est comme ça qu'on appelait. Est-ce que les moyens ont suivi aussi par rapport au gouvernement? Parce que installer le gouverneur militaire, ce n'est pas seulement changer l'homme à cravate à treillis militaire. Oui, justement. C'est-à-dire, il s'est posé un problème sur le plan tactique. Ils l'ont reconnu, les 2 interventions avant moi, que sur le plan tactique, il y a eu des défaillances aussi sur le terrain de combat. Mais au début, c'était d'abord les ADF qui avaient une autre manière d'opérer que le M23. Parce que là, on parlait des gens invisibles, qui sont visibles la nuit et qui commettent des massacres et qui disparaissent. Donc le mode d'opération paraît assez différent avec le M23. Maintenant, pendant l'état de siège, justement, pendant l'état de siège, surgit le M23.
Donc, du coup, il s'est posé un problème Le gouvernement était surpris d'ailleurs. du nombre de nos militaires, parce que John a dit qu'on devrait récupérer des militaires et les envoyer ailleurs. Et justement, qui pourrait croire qu'un jour, le M23 récupérerait encore Bunagana? Parce qu'on savait... Ça fait une année maintenant. Voilà, on était en pleine opération conjointe avec l'Ouganda. Donc, de bonne foi... Qui est quelquefois la chauve-souris, hein, à l'Ouganda. Donc, on ne pouvait pas savoir, parce que le chef l'a reconnu, qu'il a été poignardé dans le dos, et aussi des soupçons vis-à-vis du Rwanda qu'on considérait désormais comme un pays ami. Mais ce n'était pas la colère parce que l'état de siège a diminué un peu la fraude. Voilà, la publicité, la sensibilisation faite autour de l'état de siège a énervé quand même certains intérêts économiques, par exemple, du Rwanda. Et du coup, le Rwanda est vu quelque part un peu surveillé par les militaires qui étaient là en face, qui commençaient à diriger la province. Et c'est, pour moi, d'après ce que j'imagine, les intérêts économiques au Rwanda auraient certainement beaucoup perdu pendant les débuts de l'état de siège. Et voilà pourquoi le M23 est sorti comme ça, est tombé comme un cheveu dans la soupe, bien que les revendications du M23 avaient bien commencé longtemps. Parce que, d'après les informations, le président de la République et certains dignitaires du régime actuel étaient en contact permanent avec le M23. Mais en Ituri... Qu'est-ce qui a fait que ça puisse capoter, que le M23 fasse recours aux armes? Mais Edmond Izouba, mais revenons aussi dans l'Ituri. Avant l'état de siège, quand même, c'est comme si le nombre de groupes armés a grimpé en Ituri, oui, malgré la présence de l'administration militaire. Oui, mais justement, on parle de Codeco. Codeco, en fait, je ne sais pas comment on a traité ces problèmes. Il y a Zaïre, il y a Chine, je pense qu'il y a eu un problème, je ne sais pas, d'ignorance ou la mauvaise foi de la part de Codeco. On ne sait pas attribuer vraiment de la bonne foi aux rebelles. Mais la manière dont on traitait les Codeco au départ dénotait d'une certaine faiblesse de l'autorité. Parce que ce sont des gens qui ont tué. À un moment, ils ont revendiqué, ils ont même tenté de récupérer la ville. De Bunia. Oui, mais c'était grave. Mais regardez les traitements qu'ils ont subis. Un traitement défaveur. Donc, le gouvernement a peut-être de bonne foi mal considéré les éléments qui pouvaient être frappés. Donc le point négatif, faut-il seulement les jeter sur les gouverneurs militaires ou bien aussi sur le gouvernement? Comme si ils étaient des enfants des cœurs. Les responsabilités. Des points négatifs de l'état de siège. Non, mais... Attends, qui en est le responsable? Vous voulez que je dise qui est le gouverneur militaire? Je ne le dirai pas. Il y a un commandant suprême qui est là. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on fait l'évaluation, on doit faire une évaluation sans complaisance. Parce que si aujourd'hui, on fait de l'aventure avec ce qu'on a pu dépenser pendant cet état de siège, ça veut dire que l'État a perdu pour rien gagner. Donc, on doit vraiment analyser froidement cette question et déceler les erreurs et les corriger au plus vite possible. Parce que là, on va installer les civils. D'accord? Mais les civils ne vont pas agir comme les militaires. Parce que les civils, ils n'ont pas de tactique. Les civils ne réfléchiront pas comme des militaires. Donc, ça dit, on va lever aussi certains boucliers. Parce que moi, j'étais à Goma. Pour quitter Goma, je crois, avant d'arriver vers Niragongo, oui. Vous avez des barrières et des barrières. Et c'est des snipers, des militaires qu'on a placés. Alors, s'il faut directement déclarer la levée de l'état de siège... Mais les militaires vont rester à l'époque des Baoum, à l'époque, c'est le gouvernement n'était pas militaire. C'est que je parle ça ne peut pas impacter les opérations militaires. Oui. Le contrôle, par exemple. Oui. Le contrôle va changer. La douane et tout ça. La moisson était grande à l'époque, mais c'est comme si aujourd'hui elle est maigre. Bah oui, mais ça c'est l'économie nationale, ça ne dépend pas seulement du nord ou du sud Kivu. Mais il faut quand même comprendre que le M23 s'est emparé d'une grande partie du nord Kivu et aujourd'hui ça crée du tort à notre économie et aussi en Ituri, il y a des poches d'insécurité mais qui font tellement mal à la population. Mais sur le plan politique, certains édifices ont été construits par les gouverneurs militaires au nord Kivu et en Ituri. Mais sinon, on quitte l'idéal, parce que l'idéal de l'état de siège, c'était déterminé. Oui. Si aujourd'hui, l'État va lever l'état de siège, l'État doit reconnaître l'échec de cet État par rapport aux promesses. Par rapport aux promesses faites. Vous vous rappelez? Donc pour vous, les commandants suprêmes avaient été induits en erreur en décrétant l'état de siège? Non, je ne dirais pas ça. Peut-être qu'il s'est posé un problème des tactiques et des coordinations.
je ne dirais pas aveuglément vraiment qu'on a raté la cible. Mais sauf que il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs qu'il faut plus vite corriger, rectifier, et pour essayer un peu de réduire l'hémorragie qu'il y a aujourd'hui en termes de massacres et en termes de tueries. Comme ça, gratuitement, les gens ils tuent et voilà. Merci. Alors, John, vous avez la parole, mais je dois donner la parole à Joachim Diana du journal La Colombe. Quel bilan faites-vous? C'est la même question. Et faut-il garder l'état de siège? Si oui, pourquoi? Est-ce avec les mêmes animateurs ou bien carrément faut-il changer donc les militaires à des gouverneurs civils à 4 mois des élections? Écoutez, par principe, l'état de siège, c'est un état saisonnier, qu'est-ce que je dis, qui ne doit pas prendre trop de temps. Quand le temps de siège dure, ça devient un état normal. Vous voyez que la preuve passe. Pour le fait que l'état de siège a beaucoup duré, on commence à se poser la question, si les gouverneurs militaires partent, qu'est-ce que les gouverneurs civils viendront faire? C'est comme si les gouverneurs civils n'ont jamais existé, puisqu'on les a remplacés pendant longtemps. Donc c'est pour vous dire que il faut appliquer les principes de départ et non pas applaudir seulement. Nous avons le principe, dès qu'on dit état de siège, nous avons applaudi. Oh, vous allez voir, l'état de siège, tout va arriver. Et quand on applaudit, ceux qui font l'état de siège croient que la première fois. Ceux qui doivent appliquer l'état de siège se disent bon, l'essentiel est fait. Le fait de déclarer l'état de comme un match de football. Ce n'est pas ce qu'il fallait. C'est tout comme, moi je l'ai toujours dit, tout comme je m'adresse à Izouba et autres, Jean-Pierre et consorts, je dis ceci. La gratuité de l'enseignement. Moi j'avais combattu la gratuité de l'enseignement à partir de Saint-Cite. Aujourd'hui, je demande à Izouba qui a un média de faire une enquête, de voir les enfants qui ont bénéficié de l'état de siège, aujourd'hui sont devenus quoi? Leurs papas ont trouvé du travail pour qu'ils entrent en 7e, en 8e et pour aller au secondaire. Quelle est la finalité? Nous avons cette attitude. Vous venez, Magloire vient de citer, dans le cadre de l'Est, pêle-mêle les opérations militaires. Oui. Et là aussi, j'en profite pour dire à ceux qui disent que c'est l'AFDEL qui a amené l'insécurité à l'Est. Ce qui n'est pas vrai, parce que l'opération Mbata, dont il a parlé, a été précédée par l'opération Kimia. C'est aux années 80, aux années de la conférence nationale, quand Mobutu dit opération Kimia. Quand l'opération Kimia échoue, il lance l'opération Mbata. C'est là où on dit l'opération, une guerre est circoncis par des compartiments. Ça a des objectifs. Pourquoi on a dit opération Pomme Orange? L'opération Pomme Orange va durer tel nombre de temps, nous avons utilisé tel moyen, telle compagnie, tel ceci, tel militaire, c'est l'armée des terres, l'objectif jusqu'à telle date. Si on n'atteint pas l'objectif, on change une autre opération, on va dessus. Cela montre bien que la guerre est compartimentée et cette guerre comme ça, elle est efficace. L'état de siège a été général. La conséquence, vous savez, c'est quoi? L'état de siège était proclamé dans toute la province du Nord Kivu. Et de l'Itourie. Pendant qu'on était distrait, on naviguait à vue au Grand Nord, vers Rutshuru, le M23 est sorti. Le M23, là où le M23 est entré, était concerné aussi par l'état de siège, c'est-à-dire par des mesures sécuritaires. Il n'y en a pas eu. On a été borné à ADF et les autres lanceurs. Donc c'est pour dire que nous devons circonscrire les choses et être méthodiques. Qu'est-ce que vous conseillerez aux gens qui vont participer à la table ronde et puis un bilan positif, négatif ou mitigé? Qu'ils ne perdent pas le temps à discuter, qu'est-ce qu'il y aura, qu'on mette fin à l'état de siège. Un point entre qu'on y mette fin et qu'on demande au chef d'état-major de l'armée de trouver une opération pour s'occuper de M23. Parce que combattre M23, on ne peut pas le combattre de la même manière qu'on combat la ADF. Donc une opération
pour M23, une opération ou d'autres opérations pour les ADF, pour Codeco. Donc, nous avons la possibilité, il y a les spécialités des troupes, ça on va envoyer des commandos, ça on va envoyer de ceci, de ça. Comme à Béni à la brigade canine. Tout dit-on. à fait. Donc, jusque-là, c'est la navigation à vue. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, où on mène, où on va, où. Donc, ils ont attaqué, on va là-bas. Et à un moment, j'ai même dit, on a pris toutes les troupes qui étaient dans le Grand Nord pour les amener à Rutshuru parce que là-bas, M23 est arrivé. Vous voyez, c'est là où il y a la navigation à vue. Mais 13 000 militaires au défilé à Kinshasa il y a des semaines. Ben, Pourquoi ne pas les amener à l'est du pays? Mais c'est ça le problème, c'est le problème aussi d'opération. Vous Une avez marche besoin de quelque dissuasion. chose de marche et tout. C'est ça. Donc jusque-là, je pense que l'opération, L'état de siège. l'état de siège Qui n'était pas une opération. doit C'est une prendre mesure, fin. Doit prendre fin. Oui, Et merci. on doit donner la gestion, l'augmentation des recettes, la construction des immeubles aux civils qui vont aller là. Et que les militaires, eux, c'est la fin de la guerre. Neutraliser les ADF, neutraliser Codeco. Effectivement, parce qu'il y avait aussi le problème de contrôle de la gestion des gouverneurs militaires qui dépendent, eux, du ministre de la Défense, du Conseil supérieur de la Défense. Le ministre de l'Intérieur intervenait en 3e, 4e position. Et puis là, l'IGF n'est pas là, on ne sait pas comment ils ont géré. Ah. Non, mais là, vous ne pouvez pas mener l'IGF dans un état de siège. Vous ne pouvez pas mener l'IGF. Ça, ce sont des manières... Mais l'IGF militaire est là. Ah oui, peut-être le tango fort peut y aller. Oui, peut-être. Merci beaucoup. Il semble qu'il a été là. Donc, mettons fin à cet état de siège. Réfléchissons. Nous ne sommes pas bloqués. L'état de siège, c'était bien fait. C'est une manière. C'est un moyen que nous donne la Constitution. On l'a essayé. On a eu le résultat qu'on a eu. Qu'on fasse autre chose. Avec le secret défense aussi qui handicapait le contrôle. Ah oui. Mais et surtout nous les médias, cessons l'armée infiltrée, cette armée-là infiltrée. Vous envoyez quelqu'un au front et vous lui dites, ah, d'habitude il est infiltré. Mais ce sont les mêmes infiltrés qui, avec Baouma, ont fait ce qu'ils ont fait. Nous avons fait le résultat. Ce sont les mêmes infiltrés. Merci. Alors, John Kanyunyu, l'émission à caractère pédagogique. Nous revenons maintenant sur la mutualisation des forces FRDC UPDF en 2017. Des bastions des EDF ont été récupérés par le FARDC. Vous savez, Madina par le général Baouma, Abialo Sechuchubo par Mundos, et puis Mbangu Garlik Kambi Amiba. Est-ce que ces opérations aujourd'hui, on dit qu'il y a quand même une belle moisson au niveau de la vallée des Malika, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même chose? Oui, avant de me lancer dans ce sujet, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le confrère Edmond Izouba. L'état de siège entre nous a été décrété d'une manière... ça n'a pas été bien préparé selon vous? Ça n'a pas été bien préparé. Est-ce que les préalables ont été respectés? En tout cas, je dis... Avec des techniciens. Je dis, les préalables n'ont pas été respectés. Ça, on ne peut pas se voiler. Parce que les moyens devraient suivre aussi. Les équipements aussi. Voilà, la motivation aussi. Je vais rebondir sur... Oui, rapidement. Les civils qui n'ont pas passé beaucoup de temps avec les militaires dans les opérations, je suis fier d'être avec le doyen Magloire, vous étiez avec Baouma. Qui à l'époque de l'AFDL, il a accompagné l'AFDL dans la couverture médiatique de Goma à Kinshasa. Il comprendra de quoi je parle. Je dois lever dans la tête des Congolais, je dois parler des Congolais sur les moyens. Quand on parle de moyens chez l'armée, ce n'est pas l'argent. J'ai comme l'impression que le ministre dit qu'on a décaissé autant de millions, on a décaissé autant de milliers de dollars. Mais il y a un milliard déjà mis à disposition. Les gens disent que c'est trop. Non, pour la réforme du système de sécurité. Chers confrères. La loi porte à programmation militaire. Il y a 20 000 hommes bien armés, bien équipés. Chers confrères, Obed, quand on parle moyens, dans l'armée, ce n'est pas que l'argent.
Quand on parle moyen, on parle des matos, on parle de la logistique, on parle c'est la communication. C'est la collection de plusieurs choses. Mais quand on parle, on a donné 100 000, on a donné 1 million, on a donné 10 millions aux militaires. Et les gens pensent que non, les militaires bouffent l'argent. Soyons sérieux. Ces mêmes militaires que nous injurions aujourd'hui, ce sont ceux-là qui nous ont ramené le sourire au visage en 2012-2013. Avec Mamadou Baouma. Avec le général Baouma, avec le colonel Mamadou. C'est ça, c'est les mêmes militaires. On n'a pas créé d'autres. Bien sûr, il y a une brigade, la 31e brigade à l'époque dirigée par le général Mundos, qui est arrivée à Béni en 2014, la veille du lancement des opérations contre l'ADF. Et cette brigade a été conditionnée, a été rodée par des anciens militaires. Vous comprenez? Donc la population doit faire attention quand elle doit jeter l'opprobre sur nos militaires. Moi, je dis, les militaires congolais sont des héros vivants. C'est ça la vérité. Et personne ne peut me contredire. Alors ce sont des crachés sur les militaires, disons infiltrer l'armée, infiltrer je ne sais pas quoi. Ce sont des crachés sur ces militaires. Bien sûr, il y a dans une opération. Diane avait proposé même qu'on puisse même tamiser. Tamiser quoi? Tamiser, on peut tamiser. On ne fait qu'accuser chaque jour sans Même preuve. il y a les infiltrés qu'on tamise. Comme ça, on nous dit, voici les infiltrés, nous avons tamisé, ils sont là. mais aussi quand on parle de tamiser, de toute façon, c'est que les gens ne comprennent pas. Oui, rapidement. Vous imaginez, il y a la MONUSCO qui a des troupes. Ici, il y a des contingents qui sont là. Mais est-ce que vous savez que c'est chaque 6 mois ou 3 mois qu'on relève les troupes? Oui. Mais chez nous, vous imaginez, il y a un régiment qui est à Béni, vous parlez de 2 ans, qui est à Béni depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. 9 ans. Imaginez-vous, il y a des militaires qui meurent tous les jours, qui tombent sur le champ d'honneur. Et vous pensez que ces militaires-là sont remplacés. Et quand on vous parle d'un régiment qui doit avoir 1200 militaires, 1200 éléments. Le chef de l'État était étonné avec les effectifs. 20 000 hommes. Mais soyons sérieux. C'était moins de 10 000 hommes. Mais soyons sérieux. Oui. Quand on parle d'un régiment qui est en opération depuis 2014, et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore 1200? Répondez à ma question rapidement, dans voilà. 30 secondes, parce que la parole doit tourner, c'est tellement pédagogique. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire la même chose? On a eu à récupérer beaucoup de bastions. Aujourd'hui, on libère beaucoup d'otages. Et puis, comment capitaliser ces prouesses aujourd'hui? Voilà, vous avez parlé des Madina, vous avez parlé des Abialos et autres. Mais je dois vous rappeler que Madina, c'est le siège, là où il y a le commandant des ADF. Et donc, quand s'il peut quitter Mbaou pour Eringeti, d'office Eringeti est appelé Madina. Là, je voulais essayer un peu mettre un accent là-dessus. Donc Madina, ailleurs, même des Moalika. Oui, là, donc, quand je parle de Madina, d'abord, c'est la capitale des ADF. Donc, mais qui n'est pas fixe. Hein? Qui n'est pas fixe, voilà. C'est une capitale mobile. Alors, revenons aux opérations conjointes FARDC, UPDF, donc l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Il y a la belle moisson aujourd'hui à Moalika. Chaque jour, otages libérés, des EDF neutralisés. La belle moisson, mais malheureusement méconnue par les Congolais. Parce que quand on parle de prouesses, il y a certains gens qui parlent juste des FARDC, ignorant l'UPDF, l'armée ougandaise, qui fait un bon travail aux côtés des FARDC. Ça, je vous dis. Et je mets ma main à couper. Si ces opérations n'avaient pas lieu à Béni, aujourd'hui, les ADF seraient en train de jouer au football au Rond-Point Nyamwisi. C'est trop fort. Ça, je vous l'ai dit. Je dis, je mets ma main à couper. Donc, nous devons il faut saluer ces opérations. Il faut saluer ces opérations et soutenir les FARDC. Je ne suis pas politicien, mais je pouvais dire que le commandant suprême avait pris une décision salutaire. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez, il y a le massacre qui continue de la partie ouest de la route nationale numéro 4. Et vous savez pourquoi? Oui, pourquoi les opérations n'ont pas été élargies à ce niveau-là? Parce que Joachim Diana l'avait dit, ce n'est pas une manière de les éloigner de la frontière congolo-ougandaise. Au lieu de poursuivre l'ennemi, il faut plutôt l'encercler. Je ne veux pas blesser certaines sensibilités ici. Oui. Il y a des gens qui disent que non, le jour où le blocage a commencé, c'est le jour où le président Museveni avait dit si les ADF
se retrachent à Kisangani, nous allons les poursuivre. Et là, il y a certaines voix, certaines langues qui sont déliées, qui ont dit non, alors ça devient compliqué. Peut-être l'Ouganda veut encore recommencer son aventure de 98. Oui. Et les gens, c'était une mauvaise lecture. Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, s'il n'y a pas des opérations lancées dans la partie ouest de la route nationale numéro 4, oui. En tout cas, moi je dirais à 90%, le blocage, où c'est nous qui ne sommes pas prêts. C'est la RDC. Parce que l'Ouganda, même le président Museveni l'a dit dernièrement, qu'ils vont lancer les opérations dans cette partie-là. Et là, vous imaginez, les ADF sont attaqués, sont la population de Kailom est rentrée quand même. Il y a la population qui rentre. Il y a la population qui rentre. Oui, la route Beni-Kassine aujourd'hui, elle est sécurisée. Elle est sécurisée, mais même aujourd'hui. Oui. Vous imaginez, la conséquence, c'est quoi? Il n'y a pas lancement des opérations dans la partie ouest de Beni. Et aujourd'hui, la route Beni-Bounia est bloquée. Pourquoi? Parce que cette route-là, dans les environs, il y a les ADF. Merci. Mais par contre, merci. Il y a la route Bounia. Qui, maintenant, il y a une déviation. À partir de Ringeti, vous faites Kainama, Bogachabi. Là, cette route est sécurisée par l'armée ougandaise et aussi les FARDC. Et là, maintenant, les voitures passent par là. Et qu'est-ce qui pousse l'armée congolaise ou le gouvernement de ne pas lancer les opérations dans la partie ouest pour essayer un peu d'arrêter de le mettre en étau. Parce que avec ça, une fois les opérations commencées là-bas, je pense que les massacres vont s'arrêter petit à petit. Merci. Alors, Magloire, par le coup, le premier ennemi des ADF, d'abord l'ennemi naturel, c'est la faim, et puis le FARDC et UPDF, les ZDF coincés au niveau des Malika. Mais pourquoi ne pas mettre les ZDF en étau? Parce que les ZDF ont laissé la population d'Oicha de cultiver leurs champs pendant les récoltes. Aujourd'hui, ils tuent et puis ils récoltent parce qu'ils sont pourchassés à Malika qui est le grenier des ZDF. J'ai eu le malheur et la joie d'assister à une conversation non autorisée entre des généraux. Je vais cacher leur nom. Un général se plaignait, écoutez-moi très bien, que le gouverneur, l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale, lui demandait chaque fois de l'accompagner. Et qu'il avait sermonné presque au téléphone. La réaction de ce général-là, qui disait, mais comment sais-tu que tu m'as parlé comme ça? Il ne sait pas que je suis un gouverneur militaire. À côté de lui, gouverneur civil. Vous comprenez? Il y a deux personnes qui travaillent côte à côte. Pendant que vous envoyez tous les matins Julien Paluku et le général Baouma ensemble, ils échangent des stratégies, ils parlent, parce qu'il y a le côté civil et le côté militaire durant la guerre. Alors, l'état du siège arrive, on met un seul militaire qui n'a pas de répondant civil et qui doit gérer les civils dans une guerre. Là, ça ne marche pas. C'est pour cela que c'est toujours court. Je vais rebondir sur ce que John dit. Je n'ai jamais été d'accord, moi, sur la grande valeur qu'on donne à l'armée ougandaise. Pourquoi? Le résultat sont là. Attendez. C'est la même chose. C'est une grande campagne de communication que l'Ouganda a. Je vous ai toujours dit que l'Ouganda, pour attaquer Kony, ils ont fait une bonne stratégie de communication jusqu'à faire fuir Kony et les Américains sont venus s'installer à Entebbe. Les Marines, tu as logé même avec les Marines à Mignonio. Aujourd'hui, ce qui se passe à Beni sur l'évolution positive de la guerre n'est pas le fait des Ougandais. Parce que c'est sur notre sol que ça se passe. L'infanterie, les tactiques, les repérages militaires se fait par les Congolais. Si ce n'est pas par l'armée congolaise, alors dites que notre armée ne fait rien. Mais l'Ouganda vient en rescousse par rapport aux moyens qu'on a dit. Parce que l'Ouganda a des moyens d'attaque, donc le moyen matériel approprié contre les ADF, qu'ils avaient déjà combattu à l'époque de Kony. Vous voyez? Alors, mais là où ça me blesse, c'est qu'on pousse ces ADF qui sont soit ougandais d'origine, bon, enfin, l'essence aujourd'hui c'est quand même
multi-ethniques, multinationales, ainsi de suite, qui sont ougandais, on le pousse dans notre territoire. C'est là où ça Dans les profondeurs dans du les camp. profondeurs de notre pays. Et puis avec un président velléitaire qui aujourd'hui il dit une chose, le lendemain il dit autre chose, il vient de nous frapper encore par sa force de langue quand il dit que nous devons négocier avec Mais John Kaloni vous a répondu par rapport à l'ouest du Bénin. Oui, il a raison. Oui. Mais moi je dis, chaque fois qu'il y aura l'Ouganda quelque part, c'est un couteau à double tranchant. Le général Baouma, quand on discutait sur les ADF Nalou, il avait dit ceci. Dites ADF Nalou parce que quand nous les tuons, nous trouvons sur leur corps inscription ADF Nalou. Aujourd'hui, ils sont MTN, ils sont grands Ali Al-Qaïda d'ailleurs, affilié à Al-Qaïda. Mais n'oubliez pas que l'origine de Jamil Moukoulou, quand il prêchait dans ce Madina, il disait Pour endoctriner, notre objectif est de faire un État dans ce Kibira. Oui. Dans Islamiser cette la partie forêt, des Bénin. dans cette forêt. Et là, Museveni doit être tranquille. Il dit, ça ne me concerne pas. Ça concerne là et je fais semblant de travailler avec. Mais ils ont tué à Kampala, vous le savez. C'est pour cela que je dis, c'est mieux que toute cette campagne de réussite des ADF soit bien communiquée pour le FARDC et non pour le UPDF. Parce que c'est nous qui en souffrons, c'est nous qui en payons les conséquences. Et je ne sais pas si le secteur fonctionne encore. Merci. Le secteur de Béni. Oui, au secteur à Béni, il y avait toujours un briefing sécuritaire. C'est le résultat qui sort de ce briefing sécuritaire du secteur qu'on cache. Hein. Malheureusement, c'est les... Il y a un porte-parole de... Merci. des Alors, opérations conjointes. Oui, malheureusement. merci. Merci. Alors, rapidement, Edmond Zouba, on est vers la fin de l'émission. Déjà. Oui, alors comment capitaliser ces prouesses? Parce que pour ne pas revenir à l'éternel recommencement, vous le savez, avec Baouma, il a libéré plus de 620 otages. Et Mundros est venu plus de 200 qui faisaient un total de 800 otages libérés. Aujourd'hui, il y a des otages qui sont libérés par l'armée, donc FARDC, UPDF. Ce n'est pas pour la première fois qu'on récupère des grands bastions des EDF. Comment capitaliser cela? Le problème, c'est d'abord la négligence. La négligence, c'est à tous les niveaux. Je ne sais pas si ça c'est qu'on dit, hein, l'absence de l'autorité de l'État. Parce que la plupart des endroits qu'on a récupérés par soit une milice, soit un mouvement rebelle, soit par les terroristes du M23, comme c'est devenu aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y avait absolument l'absence de l'autorité de l'État. J'ai posé la question à un général qui est dans les opérations. Pourquoi à chaque fois des milliers récupérés, des milliers qu'on a déjà conquis, et puis on revoit encore les rebelles vous repousser? Des Médines, des Garlic qui étaient déjà récupérés. D'accord. Ça veut dire qu'à qu'à chaque fois, quand il y a par exemple la frappe, un terrain est récupéré, ça c'est sa réponse, ça dit le gouvernement civil s'amène pour récupérer, mais en même temps, le gouvernement, les autorités civiles ne viennent pas seules. Ils vont venir avec les autorités militaires, notamment la police et tout ça, pour permettre à ce que, aussitôt récupérés, ces coins-là ne soient pas encore perdus par notre armée. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Ce n'est pas ce que nous constatons, malheureusement. Vous voyez, par exemple, avec les ADF, là, on remarque que la plupart des coins qu'on récupère, l'absence de l'autorité de l'État existe toujours. Ça veut dire que si les rebelles sont renforcés, ils peuvent encore récupérer. Alors, il y a encore un autre point. Quand j'ai parlé de l'effectif ici, j'ai fait allusion effectivement... Oui, les problèmes. Oui, les nombres. Le président a failli tomber 50. Oui, vous avez entendu des témoignages ici. Pourquoi ne pas les amener c'est-à-dire qu'il y a des régiments qui sont restés pratiquement vides.
vidé des militaires, ou soit avec un nombre incomplet de militaires, mais on le garde au complet sur la liste de paye. Donc, il faudrait qu'il y ait un contrôle sérieux. Parce que on a aussi appris qu'on est en train de former les jeunes militaires. Il y a 20 000 hommes qui seront bientôt. Oui, c'est un renfort très important. Parce que vous parlez de la capitalisation. Bien formé, bien équipé. Justement, il faut capitaliser en ces termes-là. Et il faut savoir comment positionner nos troupes. On ne peut pas à chaque fois pleurer une chose plusieurs fois, parce que l'absence de l'autorité de l'État. Moi, quand j'ai lu les anciens articles, par exemple, de 88, de 85, vous allez vous en rendre compte que c'est les mêmes problèmes qu'on décriait depuis l'époque, qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Et on n'en tient pas compte. Le gouvernement se succède dans notre pays et se soucie d'autre chose que de notre armée, que de notre sécurité, que de la population civile qu'on tue. On doit prendre au sérieux. En tout cas, c'est vrai, on pourra arriver ou aboutir à lever l'état de siège, mais les réussites comme les échecs sont à capitaliser, sont à intérioriser pour enfin, parce que le président a promis à cette population-là qu'il va faire régner la paix, il faudrait que cette paix-là soit régnée. Mais je suis aussi contre cette opinion quinoise qui, malheureusement, ne vit pas les affres que subissent la population ou les populations du Nord ou de l'Itourie. Mais ils commentent, ils passent ils pensent qu'ils sont les seuls à autoriser ou à donner de conseils. Non, il faut aussi entendre l'opinion là-bas. Vous savez, cette histoire de parler avec le rebelle et tout ça, le 1-23, beaucoup de fils du Nord Kivu et tout ça avaient voulu à ce qu'il y ait un dialogue franc. Mais malheureusement, ça n'a pas été entendu, mais les conséquences aussi. En ces termes-là, il ne faut pas négliger. Il faut se rendre compte qu'à un moment, c'est vrai, on peut, j'ai dit, quand on a lancé l'état de siège, il y avait beaucoup de publicité, il y avait ainsi de suite. Mais après, nous avons commencé à subir les revers. Il faut tenir compte de tout ça. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici, mais il y a vraiment des choses qu'il faut rectifier dans notre armée. S'il y a des moyens, équipements et tout ça, comme on a dit, parce que les soldats eux-mêmes sont payés par une solde. Solde, ça veut dire, après avoir enlevé tout le peu qui va rester, c'est ça ce qu'on donne à l'armée. Donc, outiller notre armée, rendez-les puissantes, et nous n'allons plus pleurer comme nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Alors, Joachim Diana, les ZDF très coincés dans la vallée des Malika, dans le territoire de Béni, qui est le grenier des ZDF. Vous savez, chaque jeudi, la population était contrainte de faire le champ pour les ZDF. Une partie des récoltes était pour l'effort des guerres. Les produits qui sont vendus à Béni, à Boutembo, même à Bouira. Nous sommes en Ouganda. Pourquoi ne pas encercler l'ennemi qui se trouve aujourd'hui un peu coincé par cette mutualisation des forces? Malheureusement, les champs dans le nord d'Oicha sont encore laissés à la merci des ZDF pendant la récolte. Écoutez, moi, lorsqu'on avait parlé de la mutualisation des forces, j'avais proposé que l'on les prenne vers le territoire congolais, qu'on les pousse vers la frontière ougandaise et que les Ougandais les attendent à leur frontière. C'est tout. Mais lorsqu'on se met à la frontière ougandaise, on le pousse à l'intérieur de la province. Vous savez que ce sont des Ougandais. En Ouganda, on n'en parle plus. Pas seulement des Ougandais, il y a des Somaliens. Oui, mais le mouvement est ougandais. Des Congolais en majorité. Oui. Des Congolais en majorité, voilà. Le mouvement est ougandais. Il est venu au Congo, il a recruté au Congo, il a recruté en Tanzanie, partout, et tout cela. Mais l'Ouganda n'en parle plus. Sauf lorsqu'on va faire des attaques terroristes ponctuelles. Mais nous, c'est devenu une gangrène. C'est quotidien. Et même lorsqu'ils attaquent l'Ouganda, le monde entier en parle. On trouve que c'est un scandale que les a des fois attaqué l'Ouganda. Mais au Congo, ils tuent presque chaque jour. Les gens se disent, non, là, c'est normal, c'est leur terrain, c'est leur... c'est comme ça profite, qui vit de sang des Congolais, ils doivent vivre de ça. Donc, les encercler, sans que j'apprenne qu'on les encerclait, c'est terminé. Vous savez que sous Baouma, il y avait un moment, vraiment, il y avait la pression et il disparaissait, il se taisait, un peu comme chauve-souris se retirait le temps de l'hivernage et puis il ressortait.
Mais pour le moment, c'est presque au quotidien. Si on ne les attaque pas ici, si ce n'est pas à Ben, ils tuent à Nituri. Non, c'est presque au quotidien. On doit trouver la stratégie pour les éliminer totalement. Même s'il faut aller mettre du poison dans tout ce qu'ils mangent là-bas, pour que, en mangeant cela, qu'ils meurent de poison. Donc oui, le fait de Bifouma avait proposé d'aller. Donc, qu'on trouve tous les moyens qu'on élimine. J'ai toujours dit que le coin là, c'est de là que partira le développement du Congo. Tant que ce coin sera en difficulté, nous pourrions parler ici. Parce que là, c'est quoi? L'esprit managérial, c'est là-bas, plus là-bas. L'agriculture, tout. Donc l'esprit, la prise en charge, c'est plus là-bas. Donc je me disais que, vous voyez comment Goma, qui est devenue ville il n'y a pas longtemps, voyez comment Goma est en train de dépasser les grandes villes comme les Matadi et consorts qui sont là depuis l'époque belge. Donc c'est pour vous dire que cet esprit-là commençait à gagner Kinshasa. On dit, j'ai posé la question à quelqu'un, avec l'argent, l'argent vient de là. Ils ne viennent pas construire les immeubles à Kinshasa avec l'argent de Kinshasa. À Kinshasa, l'argent est où? L'argent vient de là, ils viennent construire les Kinshasa. Et cet esprit-là, si ils sont en paix, ils vont aller jusqu'à la fin. Pour terminer, un petit exemple pour montrer que l'exemple vient de là. Rapidement, comment on finit avec les EDF cette fois-ci? Il faut les attaquer par tous les moyens, parce que c'est une question de vie ou de mort. Les nouveaux patrons de la oui, mer, on ne va pas considérer un petit... C'est pourquoi, moi, à un moment, j'avais même voulu que l'état de siège en question soit général. Que le Premier ministre ici soit militaire, que le parlementaire ici aille en congé, et que ça commence ici à Kinshasa. Vous allez voir que les choses pourraient bouger. Parce que le ministre des Finances militaire comprendrait le problème qui se passe là-bas à l'Est, au front, et ainsi de suite. Lorsqu'on a mis... Ici, les gens se prélassent. Il y a des concerts par-ci par-là. Oui, donc c'est pourquoi il faut mettre tous les moyens. Si nous avons 16 milliards, sur les 16 milliards, je préfère qu'au lieu d'une loi de programmation d'1 milliard, en 5 ans, c'est insignifiant pour les militaires. L'armée, c'est une question d'équipement. Les équipements coûtent cher. Combien ne fût-ce que ça, à notre mesure, 5 milliards pour l'armée sur les 16 milliards. Merci. Et qu'effectivement, ça soit décaissé effectivement. Merci Joachim Diana, nous sommes à la fin de l'émission. John Kanyunyu, 30 secondes à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Comment finir, vous qui vivez sur place, et vous avez couvert cette guerre avec Femundos, pas Femundos, mes excuses, avec Fe Baouma et même Mamadou Ndala également. Comment en finir? Pour en finir, il faut mettre du sérieux dans ce qui est fait. Et le doyen Magloire a parlé de l'Ouganda. Moi, je me dis... il y a le doyen là qui a aussi parlé de la publicité. Moi je dis, non, il a fustigé le fait que les massacres des Congolais ne sont pas publiés, ne sont pas connus. Je dis que c'est de la faute des non-dirigeants. Parce que quand ça se passe là-bas, ici à Kinshasa, vous vous fétoyez. Quand on massacre là-bas, personne ne parle. Même les notables du Nord Kivu, même les notables de l'Ituri, ça doit cesser. La politique de communication de la guerre. Oui. La politique de communication de la guerre doit être appliquée. Et on doit cesser de pleurnicher. Mais là, qui a été initié par Bendele Koyate, oui, c'était ici et c'était dans les couloirs. Mais on doit honorer nos morts. Parce que ça fait mal quand on tue mes frères et mes sœurs et que mon gouvernement à moi n'en parle pas. Ça fait mal. Et ce ne sont pas les autres qui doivent parler à notre place. Nos autorités non notables doivent prendre leurs responsabilités. Il y a chaque jour au ministère de la Communication, vous le savez. Magloire, on est à la fin, 30 secondes, vous avez bougé votre tête. La ministre de la Culture a proposé qu'il y ait des stèles avec inscription de tous les noms des victimes. J'ai fait un premier reportage, un documentaire d'ailleurs, où on était à 5000 victimes. Mais il faut faire visiter nos esprits, nos autorités, nos visiteurs, tout le monde, la guerre. Nous vivons des moments dramatiques. Vous savez, moi je m'imagine, je termine par là rapidement.
derrière Mbaou, à point kilométrique 7, comme Sur la route Kamangou. j'ai vu le général qui était notre... il était colonel de la sécurité, qui est devenu général... Chirimouane, blessé au pied. Les Gadef l'ont attaqué, il était derrière moi. Et il y avait 15 militaires qui étaient tombés. J'ai appelé ailleurs, ils étaient contents. Parfois quand je pense, je dis, mais ça aurait pu entrer dans mon corps. Je serais mort. Et ça se vit tout. Pendant que nous sommes en train de parler, je regarde ma montre. Il y a quelqu'un qui est en train de courir, de fuir et de mourir en ce moment même chez nous là-bas. Essayons de voir ça. Reprenons nos spots publicitaires, reprenons les interludes, les indicatifs de guerre qui montrent que le pays veut sortir de cette guerre. Et non, commençons à vous ouvrez la télé, vous commencez par une danse. Vous ouvrez la télé, vous commencez par un sourire propagandiste. Merci. Intériorisons cette guerre. Merci, merci. Et l'émission DJ Presque recevait John Kanyunyu, correspondant de Deutsche Welle au Nord Kivu, mais également Edmond Izuba d'opinion-info.cd, et puis Magloire Paloukou de Kivuana, et Joachim Diana du journal La Colombe, le point à gauche. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h45 et samedi à 16h45 et dimanche à 9h30, mais également à la radio digitale Congo 6.5 FM samedi et dimanche, mais également à Béni sur la radio télé Grabel Béni RTGB. Nous disons merci beaucoup à notre confrère Nikes Kibelbel qui nous a aidé à préparer cette émission. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.